Bienvenue à tous, merci de la fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler chiffres. Nous allons parler budget national, exercice 2023. Comme vous avez pu le remarquer, c'est une émission essentiellement technique, économique, mais aussi une émission qui donne des perspectives sur l'année prochaine, parce que l'exercice passé, le gouvernement de Sama Lukonde a réalisé effectivement les assignations et cette année, beaucoup d'ambition pour donner à la République démocratique du Congo un budget colossal, évalué à peu près à 14 milliards de dollars. Nous allons avec Jérôme Sekana, qui est un grand spécialiste en la matière, passer en revue d'abord ce qui a pu être réalisé et surtout analyser point par point ces budgets, ce projet de budget 2023, quels sont les atouts, quels sont les moyens dont disposera le gouvernement, quelles sont les nouvelles politiques pratiquées, pour ne pas dire proposées, pour augmenter à la fois les assignations, mais également améliorer la gestion de ces budgets, parce qu'il a été décrié, par exemple, sur les trains de vie de l'État, sur le budget d'investissement, par exemple, sur ce qu'on doit allouer notamment à nos forces armées. Vous savez que nous traversons une situation très difficile avec l'agression rwandaise et ses alliés. Et il y a aussi des problèmes de financer tous les projets de développement, les 55 territoires, mais aussi les secteurs clés comme l'agriculture, comme l'éducation. Donc, c'est une émission qui va à la fois toucher les spécialistes, mais qui va donner des perspectives pour le grand peuple. Alors, j'ai passé en revue personnellement le discours, l'allocution du Premier ministre Sama à l'Assemblée nationale. J'ai trouvé qu'il était à la fois très technique, on va dire un Premier ministre souvent mesuré, modeste dans sa façon de présenter les choses, mais la présentation est complète, pour ne pas dire explicite, quant à la présentation des chiffres de ce budget 2023. Bienvenue Jérôme Sekana. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Nous allons faire un peu de didactique aujourd'hui, parce que, comme je l'ai dit, vous êtes l'un de rares Congolais qui puissent suivre de près tout ce qui touche un peu, je dirais, à l'évolution de ce qu'on appelle le cadre macroéconomique. Je vous poserai une question un peu, je dirais, de philosophie, hein, de nous faire une petite rétrospective de ce qu'on peut appeler le budget national depuis la révolution de Mzee, Laurent Désiré Kabila, en 1997, mais plus par rapport à ce que Joseph Kabila a proposé depuis 2001. Cette évolution budgétaire qui aboutit aujourd'hui à 14 milliards évalués en 2023. Est-ce que vous pouvez faire en grande ligne comment on a pu naviguer économiquement? Voilà, merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Le budget national, c'est l'expression de la politique économique d'un gouvernement, d'une nation. C'est le symbole de nos richesses, oui, les richesses qui appartiennent à tous les Congolais. Et je dois vous avouer que sous Mzee, on n'avait pas de budget. Oui, comme quand il est arrivé, on n'avait pas de budget. À la banque centrale, il n'y avait pas grand-chose. Les gens peuvent se souvenir, même Mawampanga, quand on lui posait la question, en 1997, j'étais encore au ministère des Finances déjà, et il disait qu'on n'a pas besoin de budget pour développer les pays. Ce qui était une grosse erreur. Il a fallu attendre 2001, lorsque Joseph Kabila Kabange arrive aux affaires. Il constate que nous n'étions pas en programme avec les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Alors, il décide, on lui dit, pour réussir, quand bien même vous avez la volonté, il faut bénéficier de l'accompagnement, ne serait-ce que technique, de ces institutions de Bretton Woods, et en ce moment-là, vous allez réussir. C'est ainsi qu'on lui proposera de faire venir en République démocratique du Congo, parmi ses collaborateurs, le professeur Matungulu Mbuya Mouilankir, dont je fus d'ailleurs conseiller en communication à cette époque-là. En 2001, il arrive et on lui confie
le méga ministère de l'économie, finance et budget. C'est exceptionnel pour donner un Voilà. Donc là, nous sommes financier en économique. 2001. Oui. Et en 2001, le tout premier budget qui était défendu, à l'époque, il y avait le HCRPT qui siégeait à Lubumbashi. Et il fallait aller défendre le budget à Lubumbashi. Et ce budget-là, je rappelle aux téléspectateurs, n'était que de 300 millions de dollars. 300 millions. 300 millions de pour dollars. Un pays. Pour un grand pays comme le nôtre. Alors, il fait des efforts d'abord en tant que technicien de questions économiques. Il trouve de l'argent au niveau de la Banque mondiale pour apurer nos arriérés. Nos arriérés qu'on avait au niveau de la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et à la BAD. C'est pour que nous puissions être éligibles à ce qu'on appelle l'initiative PPTE, c'est-à-dire pays pauvres très endettés. C'est ainsi que nous allons accéder à ce qu'on appelle, franchir ce qu'on appelle le point de décision de ce processus-là. C'est-à-dire vous entrez dans le point de décision et vous allez sortir à la fin avec l'effacement de la dette. Ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait des critères qu'on n'arrivait pas à respecter et nous sommes arrivés au point ce qu'on appelle au point de décision de l'initiative PPTE, au point d'achèvement, voulais-je dire, de l'initiative PPTE, le 30 juin 2010, lorsque Télé 50 est né. Oui, je me rappelle bien. Voilà. Donc, je me rappelle bien d'ailleurs que c'était le Premier ministre Mouzito qui était venu. Oui, Strauss-Kahn est venu pour dire au président, et à l'époque déjà en 2001, personnellement, j'étais déjà consultant à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, depuis, à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, à l'Union africaine. Donc, il fallait faire en sorte que ce que nous avions pris comme dette auprès des Chinois, qu'on puisse réduire, hein, afin que ça soit... Le fameux 9 milliards. Oui, c'était 9 milliards, il fallait ramener ça à 6 milliards. Et les Congolais doivent comprendre que c'est grâce à Strauss-Kahn, quand il était invité ici, qui était président du conseil d'administration, bien sûr, au niveau du Fonds monétaire international, il a pesé de tout son poids pour qu'on puisse réduire cette fardeau de la dette. Et c'est ainsi que, sous Mouzito, nous avons obtenu l'effacement de la dette. 10 milliards de dollars américains étaient effacés de notre dette extérieure. Et vous voyez, on est parti de 300 millions en 2001. Aujourd'hui, nous parlons de 14 milliards 600 millions de dollars. Ce qui fait dire que la courbe est ascendante. Mais entre les deux, il s'est passé beaucoup de choses. Entre le premier chiffre et le dernier chiffre pour lesquels nous allons beaucoup parler aujourd'hui. Oui. Il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est pour cela que je voudrais qu'on reconnaisse les efforts des uns et des autres. Mouzito a eu le mérite de nous amener jusqu'à l'effacement de la dette. Ce n'était pas facile. Il fait sous, bien sûr, les auspices, sous le leadership du président Kabila. Oui. Et Matata arrive. Hein, j'essaie un peu d'escamoter parce que l'objet ici, c'est le budget 2023. Absolument. Alors, Matata arrive, il met sur pied ce qu'on a appelé la troïka stratégique pour surveiller les paramètres macroéconomiques au jour le jour, essayer de voir comment nous pouvons mobiliser. Sauf que, à l'époque, sous Matata, on ne mobilisait que 4 milliards. 4 milliards. En ressources propres à l'interne. Et le reste, on devrait venir de 2 milliards, 3 milliards devraient venir de l'extérieur, c'est-à-dire des appuis budgétaires de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la BAD, qui venaient à notre rescousse pour nous permettre d'équilibrer les chiffres. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le gros de notre budget, c'est nous-mêmes. Nous les mobilisons en ressources propres. Alors, Matata engage un certain nombre de réformes. Vous avez la bancarisation, vous avez les codes miniers, mais il lance également ce qu'on a appelé la chaîne de la recette. Nous allons en parler tout de suite. Oui. Parce qu'il faut reconnaître que cette embellie, la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence logique de beaucoup d'investissements en amont. Hein, comme je vous ai dit, tout le monde a donné du sien pour qu'on en arrive là. Et il y a bien sûr l'embellie des cours des matières premières. Le cobalt est à plus ou moins
51, 52 000 dollars la tonne métrique. Vous avez les Colombo, Tantalite, les coltans est à plus ou moins 114 000 dollars la tonne métrique, ainsi de suite. Oui. Mais il y a les réformes engagées au sein du code minier qui ont fait que, avec les super profits, je signale ici que... Il faut qu'on revienne sur les super profits. Oui, bien sûr, les super profits, l'embellie, les super profits, c'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez considérer que le gouvernement Sama Lukonde a relevé les défis. Voilà pourquoi, personnellement, j'ai la fierté d'en parler, parce que si j'étais un président d'un jury, je dirais que le gouvernement Sama Lukonde a réussi avec une grande distinction. Une grande distinction, pourquoi? Parce que avec, bien sûr, tout ce que je venais de dire, les réformes, eh bien, ce gouvernement est en train de redistribuer de manière plus ou moins équitable les recherches nationales, ce qui est très important. Oui. Je voulais vous permettre, terminer d'abord, qu'on puisse lancer un élément d'explication du budget. Oui, on va expliquer le budget, mais je tenais d'abord à expliquer ce qui est à la base. Il y a bien sûr l'embellie, mais il y a les réformes. Et parmi ces réformes, vous avez les codes miniers. Tout à l'heure, vous parliez des super profits. C'est quoi les super profits? Les codes miniers, qui est parmi les meilleurs du monde aujourd'hui, veut que lorsque vous avez planifié que voilà, je vais exploiter 100 tonnes dans cette mine ici, et qu'il s'est fait que pendant l'exploitation, d'abord la majorité des pays, des sociétés qui travaillaient ont quitté le statut des sociétés de recherche, d'exploration, pour maintenant passer à l'exploitation. C'est un élément aussi important. Alors, lorsque vous arrivez à mobiliser ce que vous avez prévu, tous les surplus que vous commencez à produire, les codes miniers prévoient à ce que les intérêts soient partagés au kiff-kiff. Le super profit est un impôt spécial imposé aux opérateurs miniers conformément à l'article 251 bis du Code minier et 530 bis du règlement minier. Cet impôt spécial est appliqué par rapport à l'embellie du cours des matières premières. Si cette embellie varie au-delà de 25%, c'est-à-dire le prix de la tonne métrique varie au-delà de 25%, tout ce qui est récolté comme moyen financier au-delà de 25% sera imposé kiff-kiff, c'est-à-dire sera partagé kiff-kiff. Cela veut dire que, supposons que le cobalt, dans les business plans, l'opérateur minier a dit, écoutez, moi, c'est pour 50 000 dollars la tonne métrique que je travaille. Mais il s'est fait que au cours de l'année, il y a une embellie et que, comme en mars 2018, au lieu que ce soit 50 000 dollars la tonne métrique, eh bien, la tonne métrique se vend à 95 000 dollars américains. En ce moment-là, le surplus, au-delà de 25%, est partagé kiff-kiff. Donc, les intérêts sont partagés kiff-kiff entre l'État congolais et l'opérateur minier. C'est ça, ce qu'on appelle le super profit. Au moment où je vous parle, l'État congolais est en train de recouvrer 1 milliard 400 millions. C'est 1 milliard plus ou moins 470 quelque part là. Donc ça peut atteindre 1 milliard 500 millions de dollars au titre du redressement des super profits qui n'étaient pas encore payés. Il y a bien sûr la tergiversation des sociétés minières, mais on finira par recouvrer. Et il y a aussi les réformes. Parmi les réformes, j'ai parlé bien sûr du code minier, il y a la chaîne de la recette publique. La chaîne de la recette publique, c'est une grande innovation implémentée depuis 2018 qui fait qu'on puisse numériser, qu'on puisse digitaliser le processus de recouvrement. Et il y a 4 phases dans le recouvrement des recettes de l'État. Il y a la constatation, la liquidation, l'ordonnancement et le recouvrement. Et la chaîne de la recette publique qui a été implémentée, il faut le saluer, il faut le dire, entre autres grâce à l'effort, à la participation de la France, ce qu'on appelle
l'Agence française de développement, oui, au titre de ce qu'on appelle les PPT, les recettes de PPT qu'on devrait rembourser, nous ont permis, la France nous a permis de pouvoir implémenter ce projet-là. Alors, ce projet est constitué de quoi? C'est d'abord ici à Kinshasa, il y a un ring de 12 km de fibres optiques, okay, qui interconnectent toutes les régies financières, ainsi que la Banque centrale, ainsi de suite, avec à l'intérieur de ces dispositifs informatiques très bien structurés, bien équipés. On a équipé la DGI, on a équipé la DGDA, était déjà en avance, mais on a équipé aussi la DGRAD, et il y a 3 logiciels là-dedans. Le tout premier logiciel, c'est Isis Régie, qui n'est pas à confondre avec Isis qu'on trouve à la Banque centrale. C'est un autre logiciel. Ces logiciels-là, ça permet à ce que lorsque Jean-Marie Kassamba paye l'impôt ou la taxe, à la seconde, l'information remonte jusqu'à qui de droit. Même le ministre des Finances peut voir dans son écran, même les DG des impôts, tout le monde va voir. Et c'est ça qu'on appelle Isis Régie. Et puis, au lieu d'attendre 48 heures pour amener le relevé, pour dire que tel a payé autant, on essaie de retracer de manière instantanée. Et puis, il y a ce qu'on appelle les nivellements. Les nivellements, c'est un processus par lequel, lorsque vous versez, vous payez l'argent à l'État, vous vous acquittez de votre dette vis-à-vis de l'État en payant l'impôt, par exemple, l'argent doit aller à la banque. C'est un boulevard à la Banque centrale. L'argent, quand ça arrive à la Banque centrale, tant que la Banque centrale n'a pas fait le nivellement, c'est-à-dire certifier que Jean-Marie Kassamba a payé $100 au titre de l'impôt X, eh bien ces $100 ne peuvent pas être comptabilisés à la régie. Alors c'est ça qu'on appelle les nivellements. Avec Isis Régie, le nivellement devient automatique. Au lieu que ça traîne encore dans les pipelines, comme ce fut le cas il y a des années où on a vu la DGRAD faire vomir à la Banque centrale les 250 millions, de 2 500 000 $. On a vu la DGI demander à la Banque centrale de retracer et de restituer plus de 10 milliards de francs congolais. Donc aujourd'hui, c'est de manière automatique. Ça, c'est le premier logiciel. Le deuxième logiciel, c'est le Logérad. Le Logérad, c'est un logiciel qui a permis également l'accroissement des recettes au niveau des régies financières. Et le Logérad, c'est pour la DGRAD. La DGRAD a 4 phases dans la mobilisation des recettes non fiscales. Vous avez les services d'assiette qui s'occupent de la constatation de la liquidation. Et vous avez la DGRAD qui s'occupe de ce qu'on appelle l'ordonnancement et le recouvrement. Tout ça était manuel. Maintenant, c'est devenu automatisé, c'est devenu numérisé. Alors, il y a ce qu'on appelle l'entrepôt des données. Par le passé, un opérateur économique pouvait arriver à la frontière, il déclare 100 conteneurs, mais arrivé à la DGI, il va mentir que non, je ne suis venu qu'avec 30. Ce n'est plus le cas. C'est-à-dire toutes les informations que les opérateurs économiques échangent avec les services de l'État, notamment la douane à la frontière, la DGI, tout comme la DGRAD, eh bien toutes ces informations sont amassées dans une banque. C'est pourquoi on appelle entrepôt des données. Et l'État est capable de puiser ces informations et pour éviter les coulages des recettes. Donc ça, ce sont les réformes. Et il y en a d'autres réformes encore qui doivent venir pour permettre à ce que le gouvernement puisse atteindre et voire même dépasser. Ce qui est vrai pour ce chapitre et pour terminer ce chapitre, c'est que au moment où je vous parle, le gouvernement Sama Lukonde est à féliciter et se prépare déjà pour aller déposer ce qu'on appelle le collectif budgétaire. Les collectifs budgétaires, c'est quoi? C'est-à-dire, étant donné que le gouvernement Sama Lukonde, lors de son investiture, avait dit que je vais mobiliser 11 milliards. Les 11 milliards de dollars américains seront dépassés en ce mois de novembre. C'est sûr ça? Bien sûr, c'est vérifiable. Donc, dans la chaîne de la recette, publique, concrètement, Jean-Marie Kassamba. Plus de 10 milliards de dollars. Oui, dans la chaîne de la recette publique, je peux vous amener là-bas, même à la DG, même chez le ministre des Finances. Vous tapez sur l'écran, ça vous sort les statistiques de tous ceux qui ont payé avec des graphiques. Donc, je vous dis et je confirme que le gouvernement Sama Lukonde doit retourner devant le Parlement, qui est l'autorité budgétaire, pour aller déposer les collectifs budgétaires. Pourquoi? Parce que en ce mois de novembre, avant la fin novembre ici, eh bien, il y aura des recettes qui seront au-delà de ce qui était prévu. Or, le gouvernement ne peut pas se permettre de consommer cet argent sans autorisation. De quoi? Du Parlement. C'est ainsi qu'il faut introduire un collectif budgétaire, la loi des finances, qui va prendre en charge toutes les recettes des surplus et les dispatcher dans d'autres secteurs, notamment pro-pauvres.
Donc voilà comment se présente la situation. Et c'est pour cette raison que j'ai la fierté de parler, d'accorder ce que j'ai dit ici au gouvernement Sama Lukonde, la grande distinction. Merci Jérôme Sekana. Je préférais vous laisser expliquer à la fois les détails et la partie, on va dire, technique de comment on mobilise et surtout comment nos régies financières mobilisent. Je vais demander à ce que la régie nous balance un point sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale par rapport à la présentation de ce budget 2023. Et on se retrouve dans quelques instants. Après avoir déposé à bonne date le projet de loi des finances au bureau de l'Assemblée nationale, conformément aux articles 126 de la Constitution et 83 de la loi relative aux finances publiques, le Premier ministre Sama Lukonde et tout son gouvernement sont venus échanger avec les députés nationaux sur la loi budgétaire exercice 2023. Sama Lukonde a noté une avancée significative dans les projets de loi budgétaire revus à plus de 14 milliards de dollars américains. Selon le Premier ministre, plus de 10 milliards de ces budgets proviendront des ressources propres, soit une augmentation de près de 32% par rapport au budget de 2022. Ce budget laisse entendre Sama Lukonde se propose d'appuyer un programme ambitieux à la base pour la distribution des richesses dans chaque territoire du pays. Le 29,5 milliards de francs congolais, soit 14,6 milliards de dollars américains, cette augmentation se justifie par le fait qu'en grande partie, en 2023, sera organisées les élections. Ce projet est débattu au Parlement alors que la polémique autour de salaire de 21 000 dollars américains des députés nationaux n'est pas éteinte et la problématique des réductions des trains de vie des institutions refait surface. Quand on sait que les institutions budgétivores, dont la présidence de la République, le Parlement, les ministres ne se surpassent pas pour autant améliorer tant soit peu les conditions sociales de la population. Alors, Jérôme Sekana, en suivant cet élément que je félicite de Jean-David Kilolo, on se rend compte que ce budget, j'ai le discours aussi du Premier ministre, il est à la fois ambitieux, vous avez donné la grande distinction. Surtout réaliste. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, il y a beaucoup d'ambition. Et j'allais pas dire comme vous, réaliste en termes de modestie. Qu'est-ce qui concourt à la conception d'un budget dans un pays? On sait que, économiquement parlant, parce que c'est économiste par ailleurs, il faut de la production nationale, un peu d'agriculture, un peu de produits de transformation, enfin transformer, soit des produits agricoles qu'on transforme pour faire de la farine ou pour des produits d'exportation, de l'huile. Alors, la RDC sur le plan de la production, dans ce budget, produit combien et à quelle hauteur en termes de proportion pourcentage? Bon, il faut reconnaître ici que... Avant qu'on parle des impôts et taxes. Bien sûr. Et voilà. La croissance en République démocratique du Congo est tirée par les secteurs extractifs, les mines en premier. Parce que lorsqu'on commence à mobiliser 2 millions de tonnes de cuivre dans un pays, il faut comprendre. Donc, c'est ça. Et bien sûr, il y a les efforts des services, il y a les prestations des services. Ne négligez pas ce qui se passe avec les sociétés de télécommunications, tout ça. C'est tout ça qui fait que nous puissions avoir quand même... Alors, si je comprends bien, ceux que nous suivons à la maison vont se poser la même question. Nos mines représentent plus de la moitié, le gros de notre budget. Bien sûr. C'est-à-dire que la redevance minière, c'est-à-dire que le code minier... Je vous ai donné un exemple. Oui. Après avoir perçu, parce que la DGI a déjà terminé l'année 2022. Ah oui? Il n'y a plus de recettes. En tout cas, tout ce que la DGI commence à mobiliser là, c'est dans le cadre de ce que j'ai dit tout à l'heure là, le surplus ou le collectif budgétaire. Oui. La DGI a déjà crevé les plafonds des assignations. La DGRAD est en voie. La DGDA aussi. C'est pour cette raison que je vous dis en ce mois de novembre. Mais c'est pour ça que je pose cette question, Jérôme Sekana. Faisons de l'analyse. Nous sommes un pays minier à 70%. Oui.
le code minier promulgué par Joseph Kabila avant son départ, aujourd'hui, c'est retombé de ce code minier avec le boom immobilier. Bien sûr que oui. Il y a l'embellie. L'embellie permet à ce qu'on puisse avoir un budget aussi important. Mais il y a l'effort des services, il y a la volonté politique. Il y a le contrôle. Deuxième observation, les réformes apportées sur la traçabilité, notamment de l'impôt, fait que autrefois, ce qui provenait du secteur minier qui était en coulage ne l'est plus aujourd'hui. Deuxièmement, l'informatisation permet qu'on puisse augmenter sans qu'il y ait coulage. Voilà, écoute, si je dois hiérarchiser les choses pour permettre aux téléspectateurs de comprendre, en premier, il y a la volonté politique. L'impulsion donnée par le président de la République, le mot d'ordre, pour que nous puissions aller au-delà de ce que nous avons toujours mobilisé. Souvenez-vous, le président de la République, lorsqu'il présentait son programme au niveau de l'hôtel ici à Béatrice, il avait émis le vœu de mobiliser 25 milliards de dollars. Et aujourd'hui, nous nous approchons... Il a parlé 100 milliards à l'époque. Voilà. C'était une ambition politique. Il y a la volonté politique. Et parce que dans la volonté politique, vous avez le choix des animateurs. C'est cette volonté politique qui a nommé le DG des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, qui est en train d'opérer des miracles. On n'a jamais mobilisé les recettes comme ça à la DGI. Et c'est ces choix-là qui a fait que Gilles Alinguete soit nommé au niveau de l'IGF. Donc le contrôle, la peur du policier, du gendarme étant le début de la sagesse. Et vous voyez le travail que fait l'IGF. Au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas bénéficier des recettes de l'État en tant que fournisseur si vous ne payez pas les impôts. D'abord, il y a à travers la patrouille financière qu'il a déclenchée, eh bien, toutes les factures, quand ça entre, on demande à celui qui a introduit la facture, dit, donnez-nous un peu vos impôts là. Qu'est-ce que vous avez payé le mois passé? S'il n'y en a pas, on met de côté, on ne vous paye pas. Donc, ça stimule, ça pousse les gens. Autrefois, les contrôles, autrefois, on pouvait payer les gens sans qu'ils payent les impôts. Mais bien sûr. L'IGF est en train de mettre le boucher. Et c'est ça qui fait que l'encadrement des régies financières, à travers l'exemple que je viens de donner là, eh bien, il y a l'augmentation des recettes. Maintenant, il y a l'effort des services. L'effort des services, c'est-à-dire les stratégies conçues au niveau des régies pour mobiliser. Et il y a les réformes. Les réformes, et je vous ai parlé ici de la chaîne de la recette publique, qui est implémentée maintenant sur une bonne vingtaine. Au moment où je vous parle, ils sont à Kisangani. Donc, au jour d'aujourd'hui, tout ce qui se passe au Congo central, tout ce qu'on paye là-bas dans le Grand Katanga, eh bien, centralisé. À partir de son bureau, le ministre des Finances voit qui a payé quoi. Et en temps réel. C'est ça la chaîne de la recette publique. Et vous avez également, on a quand même senti que le gouvernement essaie de faire une bonne redistribution. Quand bien même l'impôt n'a pas de contrepartie directe, mais quand vous avez des actions, les actions qui permettent au peuple, parce que les finances publiques appartiennent au public, au peuple. Un projet comme celui de développement local des 145 territoires, mais c'est un projet, on n'a jamais eu ce projet. Et ce genre de projet en République démocratique du Congo. Imaginez-vous, chaque territoire doit bénéficier de 6 milliards de nos francs. C'est à peu près 3 millions de dollars. Il y a des territoires, je ne sais pas, je vous avais vu vous plaindre chez vous là-bas. Oui, à Kabé-Kabwanga. On n'avait pas d'infrastructure chez moi, dans mon territoire de Kailo, depuis le départ. Pour arriver à Ndomba, c'est un problème. Depuis le départ des Belges, on n'a pas construit ni hôpital, ni centre de santé, ni école. Comment ça s'est passé ici? C'est que il faut que, pour que vous ayez les investissements, il faut que vous ayez un ministre, que vous ayez un député. Si dans votre contrée, vous n'avez pas de député, eh bien, vous sombrez dans la pauvreté. Alors qu'avec le gouvernement Samalou Kondé, ce projet de 145 territoires, il n'y a pas exclusion. Tout le monde, sauf que il devrait peut-être penser à ceux-là qui n'ont presque rien et commencer par eux ou bien les raccorder plus au lieu de donner la même chose à tous les territoires et les territoires qui ont bien sûr beaucoup de moyens. Il y a la péréquation, non? La péréquation existe. La caisse de péréquation
c'est une caisse voulue par les législateurs pour faire en sorte que, étant donné qu'il y a des provinces qui ne mobilisent pas assez, au jour d'aujourd'hui, vous avez les grands Katanga en première position, vous avez la ville de Kinshasa, et puis vous suivez, vous prenez les Congo central, ainsi de suite. Mais vous avez des provinces qui sont par exemple dans le nord ou Lomami là-bas, il n'y a rien. Mais comment ces provinces peuvent se développer? Voilà pourquoi le législateur a pensé de mettre un peu d'argent de côté pour faire en sorte que lorsque cette caisse a l'argent, on peut prendre quelque chose pour renforcer, donner plus à ces provinces-là qui n'ont pas assez de moyens. Mais on me dit que cette caisse n'est toujours pas approvisionnée. Bien sûr, ça prend du temps, mais nous y sommes. Nous sommes en train d'évoluer. Même dans le budget 2023, ils ont prévu ça. Alors, je voudrais quand même, avec votre permission, Jean-Marie Kassamba, démontrer la volonté. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai suivi les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Il y avait l'unanimité, hein. Tout le monde s'est retrouvé. D'abord, le budget était déposé à temps. Et puis, les rubriques, telles que l'argent. Et il y a une subtilité que je voudrais vraiment épingler ici. Quand Sama Lukonde arrive aux affaires, il a toujours émis le vœu dans tous ses discours de voir qu'on puisse réduire les trains de vie des institutions. C'est quoi les trains de vie des institutions? C'est que l'ensemble des moyens financiers que met l'État à la disposition des institutions, notamment la présidence de la République. Le président de la République doit avoir une dotation, le Parlement doit avoir pour le fonctionnement autant. C'est ça qu'on appelle les trains de vie. Alors, Sama Lukonde n'ayant pas vraiment la force de demander au président de la République de baisser ses charges et ses dépenses, tout comme au Parlement, sinon il aura une motion de censure, eh bien, il a utilisé d'une intelligence. Laquelle? C'est que il a fait endosser ça au Parlement. C'est-à-dire, comme c'est lui qui prépare, comme c'est le gouvernement qui prépare le budget, eh bien, ils ont dans la répartition, étant donné qu'on a augmenté le budget côté enseignement, côté de l'armée, vous savez, avec la loi de programmation de l'armée, on est à 1 milliard, de dollars. D'ailleurs, je suis sûr que après, comme le budget se trouve sous examen au niveau de l'ECOFIN, je suis sûr, nous nous retrouverons, vous me donnerez raison, on ira jusqu'à 15 milliards. On pourra même arriver jusqu'à 2 milliards et on va mobiliser 18 000 hommes de troupes sous les drapeaux côté de l'armée et 6 000 dans ce budget-là pour la police. Alors, lorsque le Premier ministre a constaté qu'il avait, avec les dépassements qu'on a vécu au niveau de la présidence, au niveau de l'Assemblée nationale et tout ça, il dit, comment je peux aller là-bas? Sinon, je risque de me faire, on va me remonter les bretelles. Alors, ce qu'il a fait, c'est quoi? Dans la préparation du budget, il prend les lignes budgétaires, il renforce l'enseignement, il renforce la santé, il renforce les projets de développement local de 145 territoires. Et il fixe les montants déjà dans chaque institution. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Et comme les députés et sénateurs, tout le monde se retrouve, vous voyez, tous les députés, ils représentent les 145 territoires. Eh bien, tout le monde se retrouve, la répartition est bien faite, l'armée sera servie et tout le monde, ils sont contents et automatiquement, ils acceptent inconsciemment vous êtes en train de m'expliquer ils acceptent que ce budget-là est déclaré recevable. En d'autres termes, la réduction des trains de vie des institutions voulues par le gouvernement, qui est de l'ordre de 14%. Oui, j'ai vu ça. 14% est effectif. Est-ce qu'en langage clair, les salaires qui touchent aujourd'hui les députés ou ces avantages en termes de primes, comme disait le ministre Kazadi, ça va diminuer, ça va augmenter? Bon, vous savez, les députés... Les 21 000 probables. Non, il faut comprendre une chose. Les députés ont des émoluments. Oui, 14 000. Tout comme les sénateurs. Mais chaque chambre a un budget de fonctionnement costaud en termes de millions de dollars par mois. Je ne veux pas entrer en détail ici, mais je connais. Comme le Sénat, comme l'Assemblée nationale. C'est en termes de millions de dollars. Et ça, c'est pour le fonctionnement. Et quand on dit fonctionnement, ce sont les frais d'émission, quand ils doivent aller à gauche, à droite, ce sont il y a beaucoup de choses. C'est là où... Des commissions, des petites primes. Oui. Alors, ce n'est pas seulement les 14 000 qu'on donne, qui est prévu comme au titre des émoluments, que les députés bénéficient. Souvenez-vous, en 2000...
10, quand nous nous sommes battus d'ailleurs pour que les députés, nous étions l'unique pays au monde où les députés ne payaient pas les impôts et les sénateurs. Donc nous avions fait circuler la pétition et qui a fait que les députés, aujourd'hui, on ampute, on coupe à la source. Oui, les députés, au titre de l'impôt professionnel sur les rémunérations, les émoluments des députés sont imposés. Sont imposés. C'est une victoire pour nous. C'est vérifiable. Oui, sont imposés. Oui. Alors, les députés, il n'y a pas que ça. Il y a des avantages qu'ils obtiennent à travers le frais de fonctionnement. Parce que c'est lui qui gère les frais de fonctionnement au niveau... C'est le président. C'est le président, c'est le bureau. À sa discrétion, mais bien sûr, c'est lui, même au Sénat. Et tout ça, ils ont des avantages qui arrondissent les angles, qui peuvent remonter. Je ne sais pas si ça peut atteindre 21 000, mais au moins, les députés ont beaucoup d'avantages qu'on leur accorde et qui sont puisés, non pas directement dans la caisse de l'État, mais directement dans leurs frais de fonctionnement. Bien sûr, ça sort de la caisse de l'État. Mais il y a un problème. Le problème que nous avons ici dans notre pays, ce sont les dépassements budgétaires. C'est quoi les dépassements? Cela veut dire que les institutions sont souvent gourmandes. Oui. On peut dire que, bon, Monsieur le Président de la République, on vous donne une faute. On vous donne, par mois, je donne un exemple, ce n'est pas ça le chiffre, on vous donne par mois 5 millions. Mais parfois, il peut aller au-delà, 7 millions, à cause des urgences d'État. Il y a des problèmes importants qu'il faut résoudre au ministère des Affaires étrangères, ainsi de suite. Alors, c'est ça qu'on appelle les dépassements. Là où ça fait mal, c'est que certaines institutions arrivent jusqu'à 5000% des dépassements. 5 000? Mais bien sûr, il faut voir la loi de la reddition des comptes. Et c'est ça, c'est ce déséquilibre-là. Voilà pourquoi les gouvernements, le Premier ministre a dit qu'il faudra vraiment que cette fois-ci, chacun respecte la ligne budgétaire, la provision. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande réforme qui arrive, Jean-Marie Kassamba. Il y a une grande réforme. Pour le moment, nous avons le budget des moyens. Le budget des moyens, c'est le budget, on ramasse l'argent dans les impôts, taxes et tout ça. On met ça à la disposition du gouvernement et vous avez la chaîne de la dépense. La chaîne de la dépense, elle est constituée de qui? Vous avez... on engage la dépense dans les services attitrés ou le ministère ou les services de l'État. Ça arrive au niveau du ministre du budget, c'est celui-là qui liquide. C'est-à-dire, il regarde sur le tableau de bord. Est-ce que cette dépense est éligible? Est-ce que cette dépense était prévue? C'est lui qui dit, OK, si vous avez de la provision, vous ne pouvez pas prendre de l'argent dans le trésor public si cette dépense n'était pas prévue. Alors, c'est ça qu'on appelle la liquidation. Et après, lui, il termine, il envoie chez le ministre des Finances. Le ministre des Finances, c'est lui qui fait quoi? Il ordonnance. C'est pourquoi on l'appelle l'ordonnateur général du gouvernement. Parce que c'est lui, il a comme tâche de mobiliser les recettes, mais également, il a un tableau de bord. Tout ce qui arrive du ministère du budget, ils sont liquidés, il voit la disponibilité pour dégager l'essentiel. Donc il joue un mauvais rôle. Non, bien sûr, mauvais rôle, d'accord, parce que c'est lui qui a les manettes pour la stabilité du cadre macroéconomique. Et puis les dossiers quittent là-bas, ça va à la trésorerie, ça transite à la trésorerie qui est un service du ministère des Finances jusqu'à la Banque centrale pour les paiements. Maintenant, qu'est-ce qui va changer? Je termine par là. Ce qui va changer, c'est que nous allons basculer en 2024, ici, dans ce qu'on appelle le budget programme. C'est quoi le budget programme? Et c'est un budget où vous n'avez plus de chaîne de dépenses telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cette chaîne de dépenses va changer. C'est-à-dire le ministre des Finances ne sera plus l'ordonnateur général du gouvernement. Donc, ici, c'est chaque ministre sectoriel qui va gérer. Donc, on dit, bon, voilà, pour les sports, il y aura autant de voyages de nos joueurs, il y aura ceci, cela. On prend l'argent. Le ministre des Finances n'a que tâche de prendre l'argent et d'alimenter la ligne budgétaire du ministre. C'est le ministre sectoriel qui ordonnance lui-même. Ah oui? Oui, ça sera comme ça. C'est une grande réforme. D'ailleurs, nous sommes sous moratoire. On devrait commencer il y a de cela 3 ans. Mais il y avait quelques réglages à faire, mais nous y allons petit à petit. Je pense qu'en 2024, nous allons commencer à appliquer ce qu'on appelle le budget programme. Parce que le budget programme, la différence entre le budget programme et le budget de moyens que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'avec le budget de moyens, il peut y avoir beaucoup de dépassements et surtout le choix
des dépenses est fait par une seule personne, et s'il y a la pression au niveau du ministre des Finances, c'est ce qui faisait qu'on peut prévoir la construction d'un pont à Kabeyaka Mwanga chez vous là-bas, mais chaque année on reconduit les projets, on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on a épuisé parce que le budget c'est quoi? C'est comme une marmite. Hein? La caisse du trésor, là, c'est comme une marmite où on met, on met de la sauce. Mais pour servir cette sauce-là, il y a des tuyaux qui s'accrochent à cette marmite-là. La présidence de la République, par exemple, a un gros tuyau juste au bas, là-bas, au fond de la marmite. Ça ne peut pas manquer. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, ainsi de suite. Alors, il faut faire en sorte que, quand on a les moyens, qu'on essaie d'équilibrer. Maintenant, avec le budget programme, il n'en sera plus question. Ce n'est plus le ministre des Finances. C'est chaque ministre qui va gérer son argent. Et il est responsable de son budget vis-à-vis du Parlement. Merci, Jérôme Sekana. Je vois ici, parmi les atouts qui ont permis qu'on puisse rêver un peu grand, l'embellie des cours de minerais, on l'a dit. Amélioration des taxes liées à l'environnement, ça on n'en parle pas suffisamment. Bien sûr, nous sommes le plus grand puits carbone. Les gens ne le savent peut-être. Il faut féliciter Mme Eve Bazaïba, la VPM. Est-ce combien on a engrangé? Non, parce que là maintenant, elle est en train d'implémenter de nouveaux textes pour que nous puissions commencer à avoir les dividendes de notre puits carbone. Je peux expliquer? Oui. Rapidement. Le puits carbone, c'est quoi? Vous savez, au-dessus de nos têtes, il n'y a pas de frontières. Et nous avons les poumons forestiers. Nous avons les poumons forestiers de l'Amazonie et de la du bassin du Congo. Avec nos tourbières. Alors, au jour d'aujourd'hui, le taux de déforestation en Amazonie est de 4% l'an. Tandis qu'en République, dans les bassins du Congo, c'est 1% là. Ce qui fait que nous avions étudié, nous tous, à l'école, ce qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse, c'est un phénomène naturel qui fait que nous avons besoin de l'oxygène, tandis que les plantes ont besoin, tous les animaux, parce que l'homme est un animal intelligent, tous les animaux, nous avons besoin de l'oxygène, tandis que les plantes ont besoin de carbone, les COD. Ce qui fait que nous avons besoin, lorsque nous sommes aux côtés des plantes, eh bien, les plantes nous donnent l'oxygène, nous avalons l'oxygène, nous rejetons le carbone. Et ces carbones-là, les plantes prennent le carbone pour transformer encore en oxygène. Alors, si on n'a plus de forêt, si on n'a plus de forêt, eh bien, le monde, c'est ça qui fait qu'il y a réchauffement climatique, on évite d'aller au-delà de 1,5 degrés Celsius. Donc, c'est de l'argent. Jusqu'à on ne bénéficiait de rien du tout. Grâce à Eve Bazaïba, Madame Eve Bazaïba, la VPM, eh bien, la République démocratique du Congo, très prochainement, va commencer à imposer une petite taxe. Il y a une discrimination. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la justice environnementale. C'est-à-dire, la communauté internationale avait prévu de mettre à la disposition des pays qui contribuent à la stabilité, la stabilisation des climats à travers le monde, 100 milliards de dollars. Mais ils ne sortent pas ça. Ce qui fait qu'on nous demande de protéger nos forêts, de ne pas les détruire, alors qu'on ne nous donne pas les moyens pour que nous puissions nous en passer des forêts. Donc, c'est une ressource très importante qui va se faire en termes de milliards dans les années. Je pense que même dans 3 ans, 4 ans, ça va procurer encore beaucoup plus. Même de l'eau, ça va procurer aussi de l'argent. Le problème ici, c'est que le gouvernement doit diversifier les sources de financement de notre économie. On ne doit pas s'accrocher sur l'économie des minéraux, c'est-à-dire... Non. On doit nécessairement... le gouvernement doit faire en sorte que l'eau que nous avons en grande quantité puisse nous procurer de l'argent. L'air, c'est-à-dire la séquestration, nous séquestrons les COD. Et c'est grâce à nous, parce que le carbone, les gaz carboniques viennent en expansion. Le puits carbone a l'effet comme l'effet d'éléments. C'est-à-dire, même la pollution de la Chine, des États-Unis, de l'Europe, les forêts du bassin du Congo captent ça, attirent ça comme l'aimant attire le fer pour venir être séquestré ici. Et c'est cette puissance-là, c'est ça qui fait de nous, non seulement pays solution, parce que si on détruit nos forêts, c'est tout le monde qui va cesser de vivre à travers le monde. Et il y a eu les performances du secteur des technologies, des communications,
télécommunication, bon. Mais en télécommunication, l'État doit... On me dit que nous perdons énormément. Bien sûr, nous perdons énormément dans la mesure où... Télécom déclarent ce qu'ils veulent. Non. Là-bas, il y a un sérieux problème. D'abord, la loi cadre sur les télécoms était tripatouillée. Il a été subtilisé, il a été soutiré malignement du Parlement. Et on a amené ça pour faire signer ça au chef de l'État après avoir enlevé plus de 140 articles. On a dépouillé l'État de ses prérogatives. D'ailleurs, au niveau des toiles d'araignée, non, nous avons dénoncé, nous sommes en justice, nous sommes en train de rester en justice pour faire en sorte qu'on puisse arriver à annuler cette loi cadre pour permettre... Regardez, la Chine aujourd'hui, rien que dans son data, la Chine mobilise par jour 1,5 milliard de dollars en termes... Regardez, les téléphones que nous avons, il y a beaucoup d'argent. Il y a des gens qui peuvent ne pas manger, ils ne peuvent pas manquer les unités, ils ne peuvent pas manquer les mégas, et tout ça, c'est beaucoup d'argent. Et au jour d'aujourd'hui, ni la DGI, ni la DGDA, ni la DGRAD, personne ne peut vous donner le flux exact des nombres d'appels entrants et sortants, et pour arriver à déterminer, à définir l'assiette fiscale à imposer. Jérôme Sekana, j'aimerais quand même, il y a des indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs, notamment la croissance. Parce qui est de 6%, oui. Oui, alors... on est au-dessus de la moyenne, 4%. C'est pour ça que je l'ai posé la question. Nous avons connu le Covid, nous avons connu, on va dire, un peu une période de vache maigre. Il y a eu ce qu'on appelle la crise, qui était mondiale, celle-là. Comment expliquer que la RDC a une croissance positive alors que beaucoup de pays en moyenne, notamment les pays européens, sont en récession? C'est pour cette raison qu'il faut applaudir de demain le gouvernement Sama Lukonde. Parce que il y a ce qu'on appelle la résilience économique. Oui. La résilience économique, c'est quoi? C'est la capacité dont dispose un pays pour faire face aux chocs à la fois exogènes et endogènes. Les chocs endogènes, ce sont des chocs qui peuvent se produire à l'intérieur du pays. Il y a une catastrophe, il y a des problèmes, des crises. La guerre, c'est un choc. Vous comprenez? Et puis, il y a des chocs exogènes qui viennent de l'extérieur, notamment la Covid. La Covid est passée par ici, ne l'oublions pas. Avec ce qui se passe, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça a un impact négatif. Le Premier ministre l'a dit dans son discours. Alors, le gouvernement a comme mission, en tant que gestionnaire de l'État, de prévoir des mécanismes, de concevoir des stratégies pour faire en sorte que nous puissions résister. Et c'est cette résistance-là, lorsqu'un pays résiste à un choc extérieur et qu'arrive à bondir dans la bonne direction après que cette crise soit passée, c'est ça qu'on appelle la résilience économique. Et le gouvernement de Sama Lukonde a réussi avec succès. Nous sommes à un taux de croissance de 6% du PIB. C'est ce qui est très important. Alors que la pression fiscale n'est que de 14%. C'est-à-dire par rapport à ce que nous avons comme PIB, qui approcherait les 70 milliards, eh bien, nous ne mobilisons que... Nous ne prenons que 14, c'est peu. Ailleurs, c'est plus, hein? Bien sûr, jusqu'à 30%. Jusqu'à 30%. D'ailleurs, moi, quand les gens on n'augmente pas cette pression fiscale? Non, il faut y aller mollo-mollo. Parce que nous sommes dans un pays où la culture fiscale est par terre, n'existe pas. C'est pour cette raison, depuis 25 ans, je me bats pour prêcher l'impôt. Vous savez que nous sommes plus ou moins 100 millions de Congolais, mais il n'y a que 165 000 personnes physiques et morales confondues qui payent les impôts, qui sont en ordre avec le fisc. Mais je vous dis, les miracles que la DGI est en train de réaliser aujourd'hui sous la direction de Barnabé Mwakadi Mwamba, c'est un miracle vraiment divin. Mais dans la mesure où l'assiette fiscale est faible, avec le répertoire ne signale que 165 000. Les répertoires fiscaux. Qu'est-ce qui va pousser le Congolais vers la culture de l'impôt? Mais bien sûr, il faut vulgariser. Il faut que le gouvernement mette le paquet. Nous sommes là depuis 25 ans, nous le faisons. Il faut que le gouvernement comprenne que c'est à travers la sensibilisation. Et il y a des solutions. Des solutions. La première, en termes de réformes au niveau de la Direction générale des impôts, c'est qu'il faut l'identifiant fiscal unique. C'est ce qu'on appelle le numéro impôt. Il faut attribuer. La loi permet à ce que chaque citoyen congolais majeur, dès que vous avez 18 ans et plus, vous devez avoir un numéro impôt. C'est pour vous identifier, pour vous retracer, savoir qu'est-ce que vous faites
dans ce pays ici. Même si vous ne payez pas l'impôt, même si vous êtes chômeur, étant donné que vous utilisez la voie publique, étant donné que vous êtes protégé par la police et l'armée, tout ça, vous devez donner quelque chose. C'est pour cette raison qu'on veut instaurer l'impôt personnel minimum. Alors, pour tout ça, la DGI n'a besoin que de 10 millions de dollars américains. Seulement. Seulement. C'est pour cette raison, chaque fois quand je prends la parole à la télé, je dis, monsieur le membre du gouvernement, vous avez, la DGI a mobilisé au mois d'avril dernier 550 millions de dollars. J'ai dit au gouvernement, écoutez, prenez 10 millions, donnez là-bas pour permettre à la DGI de pouvoir boucler avec l'identifiant fiscal. Parce qu'il y a maintenant de faux numéros impôts qui circulent. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle les caisses enregistreuses. Les caisses enregistreuses, c'est quoi? Ce sont des terminaux de banque qu'on doit installer dans les supermarchés, dans les restaurants, dans des services où on perçoit. Regardez, Jean-Marie Kassamba, quand vous allez aujourd'hui dans les supermarchés, vous achetez, on vous donne une facture, non? Bien sûr. Vous regardez là-bas, il y a la TVA de 16%. Absolument. Je vous informe que nous sommes en train de fabriquer des milliardaires. C'est-à-dire? En République démocratique du Congo. Et c'est pour cette raison qu'il y a des promotions, on vous donne la carte, on dit il y a des remises et tout ça. Oui. Tout ça, c'est parce que alors, dans la fiscalité, que je vous explique, dans la fiscalité, il y a deux catégories de contribuables. Il y a celui qu'on appelle des redevables plutôt. Le redevable réel et le redevable légal. Le redevable réel, c'est vous. Jean-Marie Kassamba va acheter des histoires dans un supermarché. C'est toi qui sors l'argent. Oui. Étant donné que vous ne pouvez pas aller verser, vous, l'argent à la DGI, le législateur a érigé le responsable, le propriétaire des supermarchés en redevable légal. Cela veut dire qu'il doit prendre l'argent. Collecter cet argent-là et aller reverser en totalité. S'il ne le fait pas, c'est un détournement. Il est sanctionnable. Est-ce qu'on le contrôle? Alors maintenant, depuis la nuit des temps, depuis tous ces temps, depuis qu'on a instauré la TVA, ces gens-là, ils peuvent collecter même 100 milliards de francs congolais. Il vient avec 1 million. Il n'y a pas un moyen de contrôle. C'est déclaratif. Mais bien sûr, il doit déclarer. Alors, pour solutionner ces problèmes, la DGI n'a besoin que de 15 millions de dollars. C'est-à-dire mettre des terminaux, ce qu'on appelle les caisses enregistreuses. Les caisses enregistreuses, ce sont des terminaux. Vous voyez quand vous allez vous achetez dans les supermarchés, il y a toutes sortes des ordinateurs, un peu comme ça. C'est quelque chose qu'on colle au niveau de la caisse et qui remonte l'information en temps réel. Automatiquement. Jean-Marie Kassamba a acheté les histoires, il y a 30 dollars de la TVA. Jérôme a acheté, il y a 50. Ça remonte là-bas. Ça va permettre au switch qui est installé ici. Ça, c'est une priorité? Bien sûr. Mais c'est une priorité, mais les gouvernements affectent l'argent ailleurs. Le problème aussi de notre gouvernement, c'est celui-là. Parfois, les gouvernements affectent l'argent dans des dépenses de prestige où ne versent pas l'argent là où l'argent va produire l'argent. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut investir là où l'argent appelle l'argent. On devrait nous écouter. On devrait nous écouter. Voilà. Il y a une question qui m'est taraude. Mais je pouvais dire aussi quelque chose sur la DGDA. Oui. Voilà, sur la DGDA, il y a une réforme. Vous avez entendu, on a demandé au Premier ministre, il l'a dit dans son discours, et j'ai aimé la réponse. Le Premier ministre, il y a la FEC qui a dit, écoutez, il faut supprimer l'article 26 de la loi des finances. Qu'est-ce dit l'article 26? Cet article 26, c'est pour la traçabilité des produits d'accise. C'est quoi les produits d'accise? Ce sont les produits de grande consommation. Vous avez de l'eau, vous avez la bière, vous avez les parfums, beaucoup, tu sais qu'on consomme en quantité. Il y a une réforme. Mais le problème ici dans notre pays, toutes les sociétés brassicoles, tous ceux qui produisent de l'eau, là, tout ça, ne donnent pas de vrais chiffres. Ah oui? Ouais, ils sous-évaluent. Alors, il y a une société qui est des droits congolais qui s'appelle et qui est une filiale de SIGPA, une société suisse, qui est installée ici, qui a un accord avec la DGDA, pour maintenant installer dans la chaîne de fabrication des produits d'accise, donner des timbres, la numérotation, pour retracer chaque bouteille ça, et qu'on soit capable de dire Bralima a produit autant. Mais ça, c'est Congo alors, ça, il y a levé des boucliers. De qui? De tous ces gens-là. Ils ne veulent pas. Heureusement, en justice, on a donné raison à la DGDA. On a donné raison à la DGDA. C'est pour cette raison que le Premier ministre a dit il y a les décisions de justice qui sont là que nous devons appliquer. C'est rien que la traçabilité. Si le gouvernement appuie les problèmes de la traçabilité, la DGDA, la DGI d'abord, est capable de mobiliser 2 milliards
si on applique 2 milliards de dollars, rien que par cette disposition. Si on fait l'identifiant fiscal unique, les caisses enregistrées, je dis bien 2 milliards par mois, et multiplié par 12, la DGI peut elle-même produire déjà 24 milliards. Oui. Et ça, c'est... Alors, côté DGDA, la DGDA est capable aussi de produire 1 milliard par mois. Si et seulement s'il y a la traçabilité. Et elle peut même monter en puissance. Mais il y a levé des boucliers des sociétés, des opérateurs économiques qui ne veulent pas... Alors qu'au Togo, les mêmes sociétés payent ça. Au Sénégal, les mêmes sociétés payent. Mais comme nous sommes en République démocratique du Congo, ils essayent de tourner autour du pot, essayer de corrompre à gauche, à droite, pour que l'État ne puisse pas rentrer dans ses droits. Donc, mais là, on a dit... Côté des GDA, je n'ai pas terminé. Vous pouvez vous imaginer, nous avons 2 scanners neufs installés à Goma. Ces scanners-là, les scanners, ce sont des équipements, ce sont des véhicules avec radar et tout ça, avec rayon X. Quand vous venez avec votre conteneur, au lieu qu'on décharge la marchandise, le conteneur passe en dessous de la main là, et puis on regarde à l'intérieur, on voit tout ce qu'il y a comme marchandise là-bas. En 5 minutes, on connaît tout ce qu'il y a là-bas et la valeur. Alors, un matin, quelqu'un de la DGM, qui n'a pas autorité, qui n'a pas compétence, oui, il ferme et dit, allez, fermez-moi cette histoire. En complicité avec les trafiquants, avec les fraudeurs. Et vous êtes sûr qu'on a fermé ça? Bien sûr. 2, à Goma, on nous suit à Goma. Le Premier ministre est au courant. La DGDA mais nos services de sécurité ont c'est extrêmement grave dans la mesure attendez, ils ont une partie extrêmement grave financière pour traquer. Ça, c'est une manœuvre bien sûr, qui va occasionner les coulages. Parce que, pas seulement les coulages, sur le plan sécuritaire, c'est extrêmement grave. Parce que dans un scanner, on voit même les armes. S'il y a un fusil, on dirait qu'il y a des fusils. Alors nous avons des problèmes avec le Rwanda et on prend nos yeux, on les bouche. Mais ce monsieur de la DGM là, qui ne sont pas opérationnels. Attendez, ce monsieur de la DGM là, c'est de quelle autorité il peut interdire ça? Mais excès des ailes, il n'a pas compétence. Quelqu'un d'autre de la DGM s'était permis de fermer Loufou comme ça. Et les recettes ne sont pas entrées. Non, je suis sérieux. Je vous en parle. Je suis sérieux. J'ai mené des investigations, j'ai fait des reportages là-dessus. Ce n'est pas normal. Alors, l'argent est là. Il faut que le gouvernement prenne des dispositions. Et le côté des Gérard, il y a les lots Gérard auxquels je faisais allusion. Parce que j'ai dit que les lots Gérard, c'est un logiciel qui informatise les 4 phases du recouvrement des recettes non fiscales. Vous avez la constatation et la liquidation qui sont à charge des services d'assiette. Les services d'assiette, ce sont tous les services de l'État. Même la signature du président de la République a une taxe pour certains documents. Oui, certains documents qu'il doit signer. La présidence de la République, c'est un service d'assiette. Donc, doit donner de l'argent à la DGRAD. Et puis, vous avez le recouvrement, plutôt l'ordonnancement et le recouvrement, qui sont les 2 actes, plutôt les 2 étapes qui permettent à la DGRAD de pouvoir mobiliser les recettes. Au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, eh bien, tout est informatisé. C'est très bien. Les 4 phases sont informatisées, ce n'est plus manuel. Alors, Jérôme Sekana, on doit terminer cette émission avec une question de confiance. Vous avez expliqué les fonctionnements, vous avez expliqué les ambitions, les réformes qui ont été apportées, etc. Nous avons 14 milliards de dollars. Juste une question, est-ce qu'on a fait la réduction des comptes déjà 2000 Mais bien sûr, la loi, le législateur est clair. Le législateur ne peut pas examiner le budget, les projets de budget de 2023 sans d'avoir d'abord jeté un coup d'œil sur l'exécution du budget passé. Par exemple, là... 2022. Non, pas 2022, ça sera en 2022. Non, 2021, pardon. 2021. Donc, 2021, j'ai reçu ces documents. J'ai fait toujours un effort pour les avoir. Quand vous regardez, c'est la catastrophe. Mais le gouvernement s'est justifié. Le gouvernement a dit qu'il y avait des dépassements parce qu'il y avait l'effort de guerre à l'Est et tout ça. Le problème ici, c'est qu'il faut faire le suivi. Parce qu'on a constaté que l'argent qui va au front n'arrive pas vraiment à nos troupes. Et ceux-là qui gèrent cet argent sont en train de construire des buildings ici des gratte-ciel. Non, ce n'est pas normal. C'est là où l'IGF doit mettre aussi son on les confisque pas, mais bien sûr, il faut un audit. Et il y a un autre problème. Il y a un autre problème en ce qui concerne le coulage des recettes, parce qu'il faut qu'on en parle. Les 2 décrets qu'on a fait signer au Premier ministre. Nous avons une filière ici des cimentiers. Eh bien, mais depuis, ces cimentiers ont bénéficié des exonérations au titre de ce qu'on appelle le code des investissements. Mais depuis 10 ans, après avoir bénéficié les 5 ans,
les 5 ans qui s'en sont suivis, les 5 années qui s'en sont suivis, eh bien, ils ont bénéficié. Alors, finalement, on demande à ce qu'on puisse exonérer la TVA sur les ciments et les produits de construction. C'est là où nous disons non. Moi, j'ai dit... C'était pas bon, ça? Ce n'est pas bon, dans la mesure où les gouvernements... Pourquoi le gouvernement a pris cette mesure? Le gouvernement a pris la mesure d'enlever la TVA sur le produit de première nécessité, notamment les aliments. C'est parce que nous sommes tributaires de l'importation, en termes de riz, en termes de bleu, tout ça. Alors, 80%. Si on met la TVA, ça va coûter cher. C'est un peu la subvention que nous avons aussi en ce qui concerne le pétrole. Alors le gouvernement dit, j'enlève la TVA pour que quand vous achetez, vous allez vendre à un bon prix, le pouvoir d'achat de la population étant... Maintenant, les amis là, ils ont rajouté les non, ils sont allés influencer le Premier ministre pour signer 2 décrets. Un décret pour les ciments qu'ils obtiennent encore, sous prétexte que non, nous avions pris l'argent dans des banques, maintenant nous devons rembourser. Mais ils vont rembourser pendant 10 ans. C'est anormal. Nous, au niveau des toiles d'araignée, nous sommes en train de nous battre pour demander à ce que les conseils d'État annulent ces 2 décrets-là. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois aucun économiste qui peut venir me contredire sur ce plateau pour dire que le ciment est devenu un produit de première nécessité pour les personnes moins nanties. Non. Combien de Congolais construisent des maisons, Jamarika Samba? Non. Combien de Congolais achètent des matériaux de construction? Combien? Non, on doit arrêter. Le problème, c'est que les gens veulent toujours tirer la couverture de leur côté. On veut dépouiller l'État. En ce moment où le gouvernement est en train de déployer des efforts, nous avons aujourd'hui un budget de 14 milliards 600 millions. Et je vous dis que, comme ça se trouve à l'ECOFIN, je connais très bien les capacités qu'il y a au niveau de... Nous aurons un budget de 15 milliards et plus. Je souhaiterais, je leur proposerai qu'on ajoute un autre milliard à notre armée, parce que vous savez, les 1 milliard de notre loi de programmation des militaires, c'est un peu les dons que le gouvernement américain fait à l'armée égyptienne. Bien sûr. Hein? Chaque année. Donc, il est question ici qu'on arrête de distraire l'État. L'argent appelle l'argent. Vous avez des hommes et des femmes compétents au niveau des régies financières. Les régies financières ont prouvé de quoi elles sont capables. Il faut que le gouvernement les aide. L'argent appelle l'argent. La priorité, ça doit être de renforcer les réformes, permettre à ce que les réformes procurent encore beaucoup de recettes et on va redistribuer. Et il faut continuer avec le projet de développement local des 145 territoires, tout en tenant compte des territoires qui n'avaient pas encore reçu quoi que ce soit. Kabeyaka Mwanga, Kailo chez moi, où depuis le départ des Belges, on n'a même pas construit un mètre de route. Merci Jérôme Sekana. On félicite le Premier ministre pour l'ambitieux budget, 14 milliards pour l'année prochaine. Mais nous allons suivre de près en tout cas l'exécution de ce budget et surtout les réformes au niveau des régies et surtout ceux qui volent au passage. Donc il faut aussi les réprimer. Merci Jérôme. Merci beaucoup. À très bientôt. Et puis cette émission sera rediffusée pour que vous puissiez vous imprégner. C'est un peu plus technique, un peu plus financier. À la fois prochaine.